La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. D12. D12 de Pierrot Atioubé sur 105.5. Les morts ne sont pas morts selon une vieille sagesse africaine. Muammar Kadhafi est-il définitivement mort? Mesdames, Messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité au D12 de Pyramide FM. Cette semaine, l'image du guide libyen tué bientôt 7 ans par une coalition internationale menée par la France tourne en boucle sur les télévisions du monde. Le fantôme de Muammar Kadhafi se venge sur l'ancien président français. C'est la déduction vite sortie des terres de Dakar à Kinshasa. Tel un champignon, il a poussé avec une incroyable satisfaction dans plusieurs capitales africaines. Le soldat Kadhafi fait-il réellement partie de la patrouille qui a pris Nicolas Sarkozy mis en examen pour avoir reçu de l'argent libyen? Du coup, cette question, les rapports franco-africains sont-ils uniquement basés sur une recherche effrénée du bien venant du continent noir? Au cœur de toutes les agitations depuis des décennies, l'Afrique noire demeure une énigme pour bien d'observateurs. Ce continent est-il maudit? Ces dernières années, il concentre l'attention des observateurs et autres chercheurs parce qu'il a du mal avec son examen de passage au sein des clubs des grandes démocraties du monde. Une des épines sous les pieds de l'Afrique reste la dévolution du pouvoir. Pourquoi l'alternance continue-t-elle de connaître de nombreux résistants sur le continent? La solution viendrait-elle de l'adoption d'un statut clair qui garantirait aux anciens leaders politiques une vie après le pouvoir? Que devrait contenir un tel statut? Au moment où le monde africain peine avec ses présidents, deux grandes puissances viennent de casser la baraque. La Russie autorise Vladimir Poutine pour un 4e mandat. La Chine accorde la présidence à vie à son président Xi Jinping. Longtemps classé parmi les mauvais élèves des défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme, les deux capitales peuvent-elles encore influencer le cours de l'histoire de l'Afrique? L'Afrique, c'est le printemps depuis le 20 mars, comme ailleurs dans le monde. Ce printemps est marqué du sceau des syndicats, mais aussi des acteurs politiques. Les premiers portent plusieurs revendications dans plusieurs villes. À Lomé, ils ont réussi à fermer ou à paralyser hôpitaux et écoles. Les seconds ont refait une brève apparition au 2 février de Lomé. Le dialogue inter-togolais porte-t-il réellement en lui les gemmes de la solution à la crise? Nana Akufo-Addo finira-t-il par se lasser des positions des deux camps? Ce dimanche, c'est un acteur de la société civile qui est notre invité, Maître Jean Degli de Bâti. Le Togo est-il lui aussi d'un camp? Nous lui poserons la question. Vous compléterez nos questions au 22 46 19 05 ou au 96 50 34 37. Le technicien du jour est Venceslas Boga Koudoyo. Maître Jean Degli, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Pierrot, je vais bien. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Pyramide FM. Bonjour à tous les Togolais qui nous écoutent. Je parlais de deux camps tantôt, je ne sais pas, vous êtes de la société civile, mais il est souvent dit que forcément les Togolais sont d'un camp ou d'un autre. Quel est votre camp, vous? Mon camp, c'est le Togo. Je l'ai toujours dit, mon camp, c'est le Togo. Je me battrai toujours pour le bien-être de ce pays, pour le bien-être de mes concitoyens, pour le bien-être de la terre de nos aïeux. Donc mon camp est clair. Je me bats pour le Togo. Mon parti politique, c'est le Togo. Voilà. Et c'est à cause de ça que mon association s'appelle Bâtir le Togo. Malheureusement, il n'y a pas de parti politique qui porte ce nom, le Togo. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous battre pour le Togo? J'ai choisi de me battre pour le Togo parce que très tôt, j'ai fait un constat. Vous savez, j'ai vécu, comme beaucoup d'enfants, dans une situation de presque misère et de difficulté. Je me suis énormément battu et j'ai compris que la meilleure chose à offrir aux citoyens d'un pays, c'est le bien-être. Et lorsque, dans les années 90, j'ai dirigé les mouvements qui ont combattu le régime du général Eyadema, pas combattu la personne, mais le régime, le système que nous avions en place, qui était de la dictature militaire à parti unique. Nous nous sommes battus et tant qu'il n'y avait pas de parti politique, tant que personne n'avait pas d'ambition en tant que tel d'occuper un poste politique ou d'avoir une position politique, je me suis battu avec des jeunes
qui ont été des camarades, des amis, nous avons eu une seule idée, c'est de sortir le Togo de l'ornière, de faire en sorte que le Togo aussi puisse donner à ses citoyens le bien-être, donner à la terre de nos aïeux le bien-être. Le jour où, en avril 91, nous avons obligé le général Eyadema à faire adopter un texte pour créer les partis politiques. À partir du lendemain, nous avons vu la division possible que nous pouvions avoir et nous avons vu comment le combat était devenu difficile. Avec cette expérience, je me suis dit, Jean, bats-toi pour le Togo. C'était ça ta conviction de départ. Il faut que cela soit ta conviction jusqu'au jour où le Togo entre dans l'état de droit. Quand il finira par entrer dans l'état de droit, dans la démocratie que tu cherches, avec l'alternance et tous les éléments nécessaires qui font d'un pays un pays démocratique, quand le Togo aura eu tout ce qu'il faut pour devenir un pays qui se met sur la voie du développement, tu pourras choisir de rester dans un camp ou dans un autre. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, je suis resté en marge des activités des partis politiques. J'ai continué toujours de me battre pour la société civile, et pardon, pas dans le cadre d'une société civile qui soit la béquille d'un parti politique. Nous en parlerons dans un instant, mais quand Une société civile qui ne travaille que pour le Togo, pour le Togolais, pour l'intérêt national, l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. Vous avez fait référence à avril de 1991. Nous serons de nouveau dans le mois d'avril bientôt. Et le système partisan dont vous faites allusion, ce système partisan, visiblement, ne fait pas que du bien, visiblement, à vous écouter pour notre démocratie. Oui, il ne fait pas que du bien, mais il était indispensable. On ne peut pas faire la démocratie sans avoir des partis politiques. Nous nous sommes battus pour ça. Malheureusement, quand les partis sont arrivés, les comportements ont été toujours moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Personne n'a pensé au Togo d'abord. Et c'est à cause de ça que personnellement, je suis resté en marge des activités de partis politiques. Dans certains pays comme le Bénin, on parle d'une certaine refondation même du système partisan. Oui, les gens ont le droit, ils ont fait une expérience qui est partie de 1990, qui est arrivée jusqu'à aujourd'hui. Ils ont pu faire le bilan et ils peuvent refonder. Nous n'avons pas encore fait le chemin. Nous avons refusé d'appliquer la Constitution de 92 et nous en sommes encore là aujourd'hui. C'est difficile pour nous de refonder quoi. On n'a rien à refonder. On a à appliquer le b.a.-ba de la démocratie. Pour le moment, nous n'avons... Le général Eyadema ne l'a pas appliqué et nécessairement son régime qui se poursuit avec son fils ne l'applique pas. Donc, nous n'avons rien appliqué de ce qui est l'état de droit, de ce qui est la démocratie, de ce qui est une constitution démocratique. Donc, nous sommes encore au départ. En fait, nous voyons le bout du tunnel, mais au niveau de l'entrée. Les gens sont en train de voir le bout du tunnel au niveau de la sortie. Voilà la situation dans laquelle le Togo est. Quand on vous écoute parlant de la Constitution de 1992 qui n'aurait été jamais appliquée, c'est un peu comme s'il y a eu une sorte de parenthèse depuis 1992 jusqu'à maintenant. Depuis 1992 jusqu'à maintenant, il y a effectivement une parenthèse. Le général Eyadema n'a jamais appliqué cette Constitution parce qu'elle ne correspond pas à sa façon de voir le pouvoir, à sa façon de gouverner. C'est-à-dire, vous avez un homme qui a gouverné pendant 24 ans de façon personnelle, unipersonnelle. OK? Et puis d'un seul coup, on vient lui mettre une constitution. Personne ne s'attendait en 92 que le général Eyadema reviendrait encore au pouvoir. Ça, c'est par l'alchimie de la transition qu'on a revu ce monsieur au pouvoir après 93. Et il est revenu au pouvoir et il s'est dit, mais cet habit-là ne me correspond pas. Je ne peux pas le mettre. Donc du coup, ça n'a pas été appliqué. À son décès, on pensait peut-être que les choses allaient changer, surtout avec l'accord politique global de 2006. Rien n'a changé. Nous sommes dans un système qui se comporte exactement comme dans les années 80. C'est ce que nous avons. Nous avons le même schéma que dans les années 80. Nous avons un habillage démocratique, c'est-à-dire une constitution dans laquelle il y a quelques éléments démocratiques, mais qui a bientôt fait d'être modifié en 2002, en décembre 2002, pour redevenir ce que justement le régime pense comme devant être sa manière de gouverner. C'est dans cela que nous sommes. Et aujourd'hui, quand les gens demandent le retour à la Constitution de 92, vous comprenez que c'est parce qu'il faut que cette Constitution soit enfin appliquée. Pour le moment, je ne sais pas si on y arrivera, mais il faut en tout cas à un moment donné que le Togo entre dans l'état de droit, lui aussi.
Il est le seul pays de la sous-région actuellement à ne pas être dans un état de droit, à ne pas connaître d'alternance, à ne pas envisager d'alternance, à ne pas envisager l'état de droit, à ne pas envisager un état démocratique. C'est quand même trop pour nous. Il faudrait qu'on avance. Quand vous dites à ne pas envisager la limitation du mandat, vous voulez dire, quand vous faites allusion à l'alternance, le pouvoir en place répondra par ces différentes initiatives en cours pour faire adopter un nouveau test. Pour faire adopter un nouveau test qui dira quoi? Qui limitera le mandat présidentiel. Qui limitera le mandat en permettant au président actuel d'aller en 2025. Ça, c'est un autre débat. Non, non, justement. Est-ce que c'est ça? C'est de ça que les citoyens ont besoin? C'est des gens qui restent au pouvoir à vie, qui meurent au pouvoir. Mais cela suppose quand même que... des gens qui ne sont jamais des anciens présidents. C'est de ça que les citoyens ont besoin. Non, cela suppose... Moi, je pose des questions. Oui. Cela peut supposer, vu du côté du pouvoir, qu'on envisage l'alternance politique d'une certaine manière. Si ce n'est pas maintenant, c'est au plus dans une douzaine d'années. Pour le moment, je ne sais pas si le pouvoir envisage l'alternance politique. Les discussions qui sont en cours, le dialogue qui est en cours nous donnera raison ou tort. Si on envisage véritablement l'alternance politique, on le verra. Nous sommes partis de votre statut d'acteur de la société civile et il est souvent dit qu'au Togo, on a deux types d'acteurs de la société civile. Je vous ai demandé, quand vous m'aviez parlé du Togo, mais quand on est de la société civile, il est dit que oui, soit on est pour l'opposition, pas ses prises de position, ou soit on est pour le pouvoir, pas ses prises de position. Je ne sais pas si vos prises de position, ça rentrerait ou soutiendrait le camp au pouvoir ou le camp de l'opposition. Une société civile qui est du pouvoir, qui est de l'opposition, n'est pas de la société civile. La société civile ne peut pas être du pouvoir ou de l'opposition. La société civile est objectivement pour l'intérêt populaire, pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt général. Il se peut qu'à un moment donné, il y ait convergence entre ce que soutient la société civile dans le cadre de l'intérêt général et la position du parti au pouvoir ou de l'opposition. Et en ce moment-là, les positions convergent, les deux, société civile et partis, disons, et acteurs politiques, peuvent marcher ensemble. Ok? C'est ce qui s'est passé dernièrement au Burkina Faso, quand les gens ont refusé que le président Blaise Compaoré rempile le balai citoyen. C'était de la société civile. Le balai citoyen ne cherchait pas à favoriser ni l'opposition, ni à contester le parti au pouvoir. Il cherchait une chose, c'était que la démocratie se fasse, que l'alternance se fasse au Burkina Faso. On a eu la même chose, il y en a marre au Sénégal. Voyez-vous, contre Ouad. Mais ce n'était pas parce que... Et d'ailleurs, généralement, juste après l'aboutissement de ce genre de combat, vous voyez la société civile commencer à se retourner contre ceux qui sont arrivés au pouvoir en exigeant qu'eux aussi, ils respectent le b.a.-ba des fondamentaux qui favorisent l'intérêt général. À partir de ce moment, la société civile n'est ni pour l'un ni pour l'autre camp. Mais lorsque la société civile devient pour un camp ou pour un autre, elle n'est simplement qu'une béquille ou une aile marchande d'une des parties, c'est-à-dire du parti au pouvoir ou de l'opposition. En ce moment-là, ce n'est pas la société civile. Je voudrais que les Togolais lisent les principes fondamentaux qui gouvernent la société civile dans les documents des Nations Unies et comprennent par exemple pourquoi à un moment donné, la Banque mondiale a décidé de passer par la société civile pour développer ou du moins pour aider les pays en voie de développement, les pays africains particulièrement. C'est parce qu'on considère que, n'étant ni d'un côté ni de l'autre, ces sociétés civiles sont les mieux à même de pouvoir répondre à faire aboutir l'intérêt de la population, l'intérêt général. Alors, si nous avons des sociétés civiles, comme on l'a dit au Togo, on m'a dit au Togo, moi, dans les années 2012, quand on faisait le fonçage, on m'a dit non, la société civile ici a toujours soutenu l'UFC. Donc, comme l'UFC n'est plus là, on doit soutenir l'ANC. J'ai dit non, mais jamais, jamais, je ne conçois pas la société civile comme le soutien, comme l'aile marchande d'une partie ou de l'autre. Je conçois la société civile comme un organe indépendant qui lutte pour une chose et une seule chose, l'intérêt général, l'intérêt des populations. Et si l'une des parties se retrouve dans ce combat-là, eh bien, cette partie marche avec la société. Sa position est évolutive, ça vous écoutez. Pardon? Elle est évolutive. Sa position n'est pas évolutive. De façon circonstancielle,
ok, de façon circonstancielle, ce que la société civile fait peut intéresser l'une des parties ou l'autre. C'est ce que je dis. Et en ce moment-là, non, ce n'est pas une société, une position évolutive. Elle ne lutte que pour une chose. Elle n'est pas statique, en fait. Si elle est statique, c'est... Elle lutte pour l'intérêt général. Je suis d'accord. Voilà, rien que pour ça. Maintenant, c'est les autres qui évoluent vers elle. Ok? La société civile est à cheval. Par exemple, je vais vous dire, lorsque l'on dit au Togo que le prix du carburant est à tel montant et que c'est excessif pour le consommateur, excusez-moi, le consommateur, ce n'est ni les gens du parti UNIR, ni les gens du parti de l'opposition. Le consommateur, c'est le Togolais et le Togolais lambda, considéré comme lambda. Et lorsque l'on considère ce Togolais, est-ce que le prix du carburant lui est excessif ou pas? À partir du moment où on considère que le prix du carburant lui est excessif, il se retrouve dans le combat de la société civile. Vous voyez? Il se retrouve dans ce combat. Et ce n'est pas la société civile qui dit « je vais aller du côté de UNIR parce que UNIR a fixé un prix » ou « je vais aller du côté de l'opposition parce que l'opposition conteste un prix ». Elle dit « ce prix-là, ce prix est trop élevé pour la poche du citoyen, du consommateur. » Et il se bat. Maintenant, les gens du parti au pouvoir peuvent dire « bon, ok, ça nous intéresse. Nous voulons aussi que le prix diminue. » On se joint. Ou les gens de l'opposition se disent, ça nous intéresse que le prix diminue, on se joint. Donc la société civile, en réalité, elle n'est pas statique, mais elle est dans son rôle. Elle défend l'intérêt général d'un peuple. Les autres peuvent venir à un moment donné et puis s'en aller. Est-ce qu'elle est neutre? Normalement, elle est impartiale. À partir du moment où elle fonctionne de cette façon-là, elle doit être impartiale. Parce qu'elle est objective, bien sûr. On me dira qu'en réalité, il est difficile d'avoir une position objective parce que l'objectif passe toujours par le prisme du moi, c'est-à-dire de la personne qui s'exprime. Et cette personne a un penchant. On ne peut pas empêcher des gens d'avoir des penchants. Non, ça c'est impossible. J'ai nécessairement, en m'exprimant, j'ai un penchant pour telle position ou pour telle autre position. Mais je dois rester à 99% dans l'intérêt général. Donc, à partir de ce moment-là, je pourrais être impartial. Je ne suis pas peut-être neutre, mais je suis impartial. Pourquoi je dis je ne suis pas neutre? Je ne suis pas neutre parce que, à un moment donné, je défendais toujours une position qui favorisera l'une des parties par rapport à l'autre. Okay? Ou de moins que l'une des parties acceptera et que l'autre n'acceptera pas. Donc, je ne peux pas dire neutre, mais je peux dire impartial. Voilà. Nous allons prendre un cas concret, puisque le Togo est en train de vivre des événements politiques, le pays est en train de bouger sur la situation du C92, par exemple. Quelle est la position de la société civile que vous incarnez? Ma position, c'est que la constitution de 92 doit être restituée dans ses fondamentaux. On ne peut pas dire on retourne totalement à la constitution civile, à la constitution de 92. Je fais partie de ceux qui ont mis en place cette constitution. C'est vrai, au départ, en tant que membre de l'APED, Association pour la promotion de l'état de droit, dont Jovi Gali était président, j'en étais secrétaire général adjoint, à la conférence nationale, nous avons proposé un régime parlementaire. La conférence a adopté un régime semi-présidentiel à la française. Et nous avons mis en place une constitution en respectant les règles. C'est vrai aussi que, en mettant en place cette constitution, compte tenu de la souffrance des Togolais et du fait que les présidents que nous avons eus ont toujours brimé le droit et violé les principes fondamentaux d'un état de droit. On a biaisé un tout petit peu dans la répartition des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre, en allant vers, dans la répartition, plutôt vers une répartition qui reflète beaucoup plus un régime parlementaire, et notamment le régime parlementaire allemand, parce que nous avions à l'époque leur constitution entre les mains, ça nous a intéressés, et nous avons un peu copié une partie de cette constitution. Ce qui fait que quand on prend la constitution de 92, on a un tout petit peu un déséquilibre entre le président de la République et le Premier ministre, en faveur du Premier ministre. Or, il faut dire la vérité, c'est le président de la République qui est élu au suffrage universel, ok, pour gouverner un pays. Donc, il faudra à un moment donné voir ça. C'est à cause de ça que, contrairement à ceux qui disent retour absolu à la Constitution de 92, je dis il faut retourner aux fondamentaux de la Constitution de 92, parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments dans cette Constitution qui doivent être revus. Parce que, il faut dire la vérité, si nous la présentons comme elle était en 92, en l'appliquant,
il peut y avoir aussi certaines difficultés. Donc, il faudrait revoir. Mais les fondamentaux doivent revenir. Les fondamentaux doivent revenir. Ce faisant, votre position, elle se confond d'une certaine manière aux positions défendues aujourd'hui par une bonne partie de la classe politique. Vu de ce côté-là, où les partisans de Winnie trouveraient en vous un militant de la société civile totalement acquis ou défendant la même position que l'opposition. Bon, ce qu'il y a, c'est que je défends une position qui est conforme, à mon sens, à l'intérêt général de ce pays, à l'intérêt supérieur de ce pays. Les Togolais n'ont pas adopté une constitution en 92 pour qu'on la foule aux pieds. Et puis, en 2006, il a été question avec l'APG de revenir aux fondamentaux de la constitution de 92. On ne l'a pas fait. On a attendu 10 ans après, on a dit que non, que c'est caduc. Et on a envoyé une commission demander aux populations quel type de réforme vous voulez. Les populations ont considéré que c'est une injure à leur intelligence. Et à un moment donné, ils ont dit, bon, puisque vous ne connaissez pas la réforme que nous voulons, eh bien nous allons vous la dire. La réforme que nous voulons, c'est la constitution de 80. Voilà ce qui nous a amené depuis le 19 août 2017 à où nous sommes aujourd'hui. À force de tirer sur la corde, à force de considérer que bon, on est en face des faibles, on peut tout se permettre, lorsque les faibles se trouvent dos au mur, les faibles deviennent dangereux. Et le peuple qui s'est retrouvé dos au mur est devenu, à partir du 19 août 2017, est devenu dangereux. Maintenant, on essaie de chercher tous les moyens pour encore l'affaiblir, le contourner, le piétiner, le brimer. Ce serait difficile parce que je ne crois pas que si on sort de cette situation sans régler ce problème, que le Togo aura de la tranquillité ni de la sérénité. Je ne sais pas si le retour aux fondamentaux de la Constitution de 92 peut être pris comme une des solutions à la crise actuelle, puisqu'il y a certains qui demandent le retour total à cette Constitution avec toutes les implications qu'il y a. Et puis, il y a d'autres qui s'y opposent. Là, vous proposez quelque chose qui heureusement ou malheureusement pour certains, ne favorise ni l'un totalement ni l'autre. Nous sommes dans une position, dans une situation, il faut comprendre. Il faut que quelqu'un gagne. Ce n'est ni le parti au pouvoir, ni l'opposition qui doit gagner. C'est le peuple togolais qui doit gagner. C'est le Togo qui doit gagner. Et pour que le Togo gagne, les deux sont obligés de faire des concessions. Vous savez, l'opposition togolaise ne peut pas se dire exempte de toute erreur dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Le pouvoir a une grande responsabilité, l'opposition n'en a pas moins. Excusez-moi, en 2014, vous le savez, quand je me suis levé avec une commission pour négocier, pour que le mandat dans lequel Faure Gnassingbé se trouvait soit le premier mandat, et que si éventuellement il doit avoir encore un autre mandat, que celui-ci dans lequel nous sommes soit le dernier, si l'opposition, notamment ceux qui se considéraient comme les extrémistes, comme les plus durs, comme les majoritaires, je veux parler de l'ANC parce que je ne vais pas taire leur nom, si ces gens-là avaient pris la bonne position, ne nous avaient pas dit il faut aller à la Cour constitutionnelle alors qu'eux-mêmes n'osent jamais aller à la Cour constitutionnelle pour régler le problème, s'ils ne nous avaient pas dit ça, et s'ils avaient pris cela comme une solution, surtout que nous avions l'appui d'un certain nombre de pays qui sont les pays qui aident le Togo à l'époque, s'ils avaient pris cette position, aujourd'hui on n'en serait pas là. On serait en train de dire en 2020, Faure, c'est terminé. On serait en train de dire en 2020, Faure, c'est terminé. On n'a pas fait ça. Donc l'opposition ne peut pas se dire qu'elle est blanche comme neige dans la situation. Est-ce que l'opposition le dit comme ça? Ben, en exigeant que c'est la Constitution de 92 et puis c'est tout, les autres, bon, on n'en a rien, on en a cure, on n'en a rien à faire. C'est un peu comme si ça que vous l'interprétez. Je ne l'interprète pas. C'est ça la position. C'est-à-dire que lorsque vous dites c'est ma position qui doit triompher et rien d'autre, je ne fais pas de concession, vous donnez l'impression, justement, que les autres... Non, mais je ne pense pas qu'on est... Est-ce qu'on est dans le même cas de figure depuis le 19 août? La position de l'opposition a notamment évolué. Elle a évolué comment? Mais vous vous rappelez que... La position de l'opposition, c'est la Constitution de 92. Je dis qu'il faut accepter les fondamentaux de la Constitution de 92. Je suis d'accord. En fait, quand vous évoquez l'opposition togolaise comme étant une structure braquée, figée, positionnée ou bien défendant une position qui n'a pas évolué, c'est de ça qu'il s'agit. L'opposition. Je n'ai jamais dit que l'opposition est braquée. Vous m'avez posé une question à laquelle j'ai répondu. La position de l'opposition à l'heure actuelle, je ne la connais pas. Mais je dis, si elle dit Constitution de 92, avec tout ce que cela implique, en tout cas de son point de vue, parce que même avec tout ce que cela implique, je crois que cela n'implique pas certaines choses que l'opposition soutient aujourd'hui. Comment? Par exemple,
Constitution de 92, et donc application immédiate et rétroactive. Pour moi, non, je suis un juriste. Je sais que politiquement, on peut dire que le régime a fait son temps. Le père a fait en 8 ans, le fils en a fait déjà 12, il va faire 15 bientôt, ça suffit comme ça. Surtout quand on voit l'état dans lequel se trouve notre pays. Politiquement, on peut le soutenir, mais juridiquement, il est difficile de dire, si on revient aujourd'hui même à la Constitution de 92, elle s'applique rétroactivement. Ça, c'est le droit. C'est le droit. Non, mais elle s'applique immédiatement, mais elle ne s'applique pas rétroactivement. Et l'application immédiate n'implique pas l'impossibilité pour celui qui est là de se présenter. Vous savez très bien que c'est un débat qui divise même les juristes les plus... vous savez, les plus grands juristes de ce pays. Si vous êtes attaché au droit, uniquement au droit, vous comprendrez que ce que je dis, c'est ça la solution simple. Ok? C'est ça qui s'impose en droit. En tout cas, moi, j'ai fait histo-géo avant de faire le droit. Il y a des gens qui ont fait le droit dès le départ. Ce que j'ai appris en droit, c'est ce que je dis. Voilà. Là, vous venez de parler uniquement de l'opposition, de ses responsabilités, de ce qui nous arrive. Et... Non, je dis le pouvoir a la plus grande responsabilité. Oui, vous avez développé en ce qui concerne l'opposition. Ah aussi, voilà. Oui, vous avez développé en ce qui concerne l'opposition, et spécialement vous. Et ce que le pouvoir dit en disant que non, que c'est compteur à zéro, ça n'a pas de sens non plus, pour moi. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on entre dans l'application immédiate prend au moins le mandat qui est en cours. OK? L'application immédiate prend au moins le mandat qui est en cours. Et donc, le président de la République ne peut pas se dire « je vais remplir pour 2 fois ». Non. Si la possibilité lui sera donnée, ou bien peut lui être donnée, d'aller encore aux élections, ce sera une et une seule fois. Voilà. L'application immédiate, c'est ça. Quand on vous écoute, et ce n'est pas la première fois, et je ne sais pas s'il y a un contentieux entre vous personnellement et l'ANC, puisque vous venez encore de rappeler une partie de l'histoire. Je ne sais pas si on va peut-être la vider, ce contentieux, le vider là. Qu'est-ce qu'il y a? Pierrot, dites-moi, le fait de rappeler l'histoire correspond-il à un contentieux? L'histoire est têtue, les faits sont là, ils sont têtus. Ce qui s'est passé, c'est passé. Je n'ai rien, je n'ai aucun problème. J'ai écrit un livre en 96 où j'ai parlé du comportement de l'UFC et de son président Gilkis Olympio. On m'a dit que j'avais un contentieux avec Gilkis Olympio. Pardon. Quel contentieux? Je vais vous dire. Gilkis Olympio, mon père a été secrétaire général de son parti Akbalimé. Ok? Gilkis Olympio, quand on négociait avec Yadema, Yadema a dit, quand on a dit amnistie pour tous les opposants politiques en 90, 91, pour que tous les opposants politiques reviennent et qu'on fasse la réconciliation nationale, Yadema nous a dit, pas pour Gilkis Olympio, pour les autres oui, mais pas pour lui. Je lui ai dit non. Si monsieur le président de la République, si vous empêchez Gilkis Olympio, le fils du président de la République qui a donné l'indépendance à ce pays, de revenir, nous continuerons nos manifestations. Et Yadema a dit, ok, je vous permets. Mais s'il revient, il va vouloir m'assassiner, faire un coup d'État. Je lui ai dit non. Et sur ce, Gilkis Olympio, avec qui j'avais déjà un certain nombre de contacts, j'ai demandé qu'on aille le contacter, qu'on aille le rencontrer. Il était à Accra. Yadema a accepté de nous ouvrir la frontière, parce que la frontière était fermée lors de nos manifestations de 91. Il a accepté de nous ouvrir la frontière. J'étais parti voir Gilkis Olympio avec Aboti Kinikini, qui était préfet de Tablibo à l'époque, et qui a été éjecté de son poste, avec mon grand frère Joseph Kokou Kofigo. Nous sommes partis à 3 chez Gilkis Olympio à Accra. Nous avons campé chez lui pour lui expliquer la nécessité de revenir, mais de revenir en rangeant l'épée de guerre qu'il y a entre Yadema et lui. Et après des jours, durant de négociations, de discussions avec lui, il a accepté. Et pour accepter, ça n'a pas été facile. Je vous dis qu'il y a des choses que je n'ai pas dites jusqu'à aujourd'hui. Vous le demanderez à Gilkis Olympio, vous le dira. Le 3e jour avant qu'il nous donne son accord, Gilkis Olympio m'a appelé. Il est venu me voir. Très tôt le matin, on était dans sa maison. Et il m'a dit, les autres là, je ne les connais pas. Toi, je te connais parce que ton père et tes oncles ont été avec mon père. Ce qu'ils viennent me dire là, tu penses que c'est la réalité, c'est la vérité? Tu penses que je peux marcher là-dedans? Je sais que c'est toi qui diriges les jeunes. J'ai parlé avec le grand frère Gilkis Olympio. Il a fini par dire, ok, je vais revenir. Et quand il a fallu que Gilkis Olympio revienne au Togo, je suis l'une des personnes qui ont organisé son retour. Mais quand j'ai écrit mon livre et que j'ai dit, ce monsieur n'a pas l'attitude de quelqu'un
qui travaille pour l'intérêt national du Togo, mais les gens m'en ont voulu. On a dit, j'ai un contentieux avec lui. Quel contentieux? Je n'ai pas de contentieux avec lui. Monsieur Fabre Jean-Pierre, je n'ai pas de contentieux avec lui. Ce que j'ai avec chacun, autant le régime que l'opposition, c'est la stratégie, la manière de se comporter, la manière de travailler pour l'intérêt national, l'intérêt supérieur de ce pays ou pas. C'est ce que moi j'ai. Moi, je ne me bats pas contre les hommes, je me bats contre les idées ou pour les idées. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème personnel avec ni M. Fabre, ni l'ANC. Je constate seulement que dans beaucoup de situations, l'ANC a eu des positions qui ne sont pas les plus favorables pour l'évolution de ce pays, pour la sortie de crise dans ce pays. Et si un autre parti a la même position, je le dirai. Vous voyez le nombre de fois que je parle en portant des critiques sur le régime en place, sur le président de la République, sa façon de gouverner. Est-ce que j'ai quelque chose avec Faure Gnassingbé? Je n'ai rien contre lui. Je n'ai pas quelque chose contre lui, je n'ai pas quelque chose avec lui. La preuve, à chaque fois qu'un problème se pose, je suis peut-être l'une des rares personnes à écrire au président de la République. Je lui écris. Je lui écris et je lui écris dans les termes les plus respectueux, mais dans les termes les plus rigoureux, les plus solides, en lui disant, Monsieur le Président, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Ça c'est bon, ça c'est mauvais. À chaque fois je le fais. Et les gens de la présidence peuvent vous le dire, le président de la République peut le dire. Mais je n'ai rien contre lui, mais je n'ai pas d'amitié particulière avec lui. S'il fait quelque chose de bon, je dirais ça c'est très bon. S'il fait quelque chose de mauvais, je dirais ça c'est très mauvais. Et cela est conforme à ma position dans cette lutte, c'est-à-dire de me battre pour l'intérêt supérieur de la nation. Voilà. Vous êtes contre l'injustice, n'est-ce pas? Absolument. Je ne sais pas si on doit parler d'injustice en ce qui concerne les écoles du Togo, puisque depuis 2 jours, les élèves sont partis en vacances de Pâques. Mais quand on suit ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines, où il y a eu visiblement 2 écoles au Togo, les privés qui ont continué par faire coup, et puis les publics qui ont brillé par une série de grèves, je ne sais pas si on doit conclure à une injustice, puisqu'on est dans un même pays, dans une même république, et on est en train de former la relève de demain. Il y a une injustice. Il y a une injustice en ce sens que ceux qui nous gouvernent ont la possibilité d'envoyer leurs enfants ailleurs. Et pendant ce temps, nos enfants sont ici, les enfants des autres sont ici, dans les écoles togolaises, et où on ne veut pas favoriser un certain nombre de choses, où l'éducation est aujourd'hui, dans la République togolaise, la chose la plus vendue, la chose la plus au rabais possible. Vous savez, moi, mon enfant n'est pas dans une école togolaise parce que je suis resté en France pendant des années. Il est né en France, il a été éduqué en France. Arrivé à Lomé, il ne peut pas être dans une école togolaise. L'éducation n'est pas la même. Il est à l'école française. Mais ma fille a fait l'école togolaise. Les enfants dont je m'occupe, l'association APROD, Association pour la promotion de la dignité et des droits de l'enfant par l'éducation, dont je suis le responsable depuis 1998, et qui œuvre au Togo, qui scolarise les enfants démunis. Cette association a ses élèves qui sont dans nos écoles. J'ai eu l'année dernière 17 bacheliers. Mais je peux vous dire, la plupart sont en grande difficulté. Quand vous écrivez, vous demandez aux enfants de vous écrire une lettre, vous êtes étonné du nombre de fautes que ces bacheliers, devenus des étudiants aujourd'hui, des étudiantes, le nombre de fautes qu'ils peuvent faire. Mais où va notre éducation? Où va notre éducation? J'ai des bacheliers qui ne peuvent pas vous aligner un paragraphe complet sans faire 2, 3, 4 fautes là-dedans. C'est quelle éducation que nous donnons aux générations qui vont nous gouverner, qui vont diriger ce pays demain? Et pendant ce temps, nos dirigeants ont leurs enfants dans les grandes écoles occidentales. Je ne le leur reproche pas. C'est une bonne chose qu'ils envoient leurs enfants dans les grandes écoles occidentales. Mais de grâce, qu'ils permettent aussi que l'éducation qu'on va recevoir sur le territoire national soit une bonne éducation. J'en ai bénéficié. Autant j'ai critiqué le régime, ou du moins j'ai été contre la façon de gouverner du général Yadema, autant j'ai bénéficié d'une éducation qui, à l'époque, même si elle avait des difficultés, elle était meilleure que ce que nous avons aujourd'hui. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est la pire dans la sous-région. Parlons de cette époque-là, puisque nous venons de boucler le 2e trimestre, les élèves sont allés en congé se reposer. Comment ça se faisait à votre époque, le 2e trimestre surtout? À notre époque,
à la fin du premier trimestre, c'est 2 semaines de vacances. À la fin du deuxième trimestre, c'est 2 semaines de vacances. Et puis après, 2 semaines de congé. Et puis nous avons les grandes vacances après. OK? Bon, aujourd'hui, c'est une semaine. Bon, c'est plus d'une semaine quand même. C'est plus d'une semaine? Ouais. Ah, je ne sais pas combien de jours ça fait. Les jeunes m'ont dit que c'est une semaine. À l'époque, nous avons peu de moyens. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien. Mais nous avons, avec un peu de moyens, la possibilité d'avoir des enseignants qui, peut-être, ne revendiquaient pas trop parce que les conditions n'étaient pas aussi difficiles qu'aujourd'hui. Mais qui avaient le minimum pour pouvoir nous donner l'enseignement qu'il faut. Et moi, j'ai eu des enseignants qui sont extraordinaires. Je parle toujours d'eux jusqu'à présent. Il y a des gens dont je rappelle le nom, jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois que je les vois, je suis fier de les rencontrer. Je suis fier d'avoir été leur élève. Il y a une curiosité cette semaine, cette joie débordante constatée au niveau des élèves qui quittent les écoles parce que c'est les congés, alors que sur les dernières semaines, les derniers mois, ils n'ont pas été suffisamment entretenus par les maîtres parce que les maîtres étaient en grève. Comment est-ce que vous interprétez J'interprète ça comme une façon de dire, au moins, la période dans laquelle nous entrons, nous ne penserons pas à toutes les difficultés que nous avons eues. Mais il y a les examens. Au bout, il y a les examens. Oui, mais vous savez, un enfant, c'est un enfant. Un jeune d'un certain âge, c'est un jeune d'un certain âge. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez chaque fois. Il voit d'abord le bout de son nez. Et puis, il faut lui apprendre à voir plus loin. Est-ce que nous leur avons appris à voir plus loin? Nous leur avons appris à voir plus loin. Nous avons réduit notre peuple à la médiocrité. Le culte de la médiocrité, c'est ce que le régime en place a cultivé pendant des années. Et nous n'avons pas été capables, après la mort de Yadema, de changer de vision et de cultiver l'excellence. Nous cultivons la médiocrité. Nous faisons le culte de la médiocrité. Et c'est les médiocres que nous acceptons. C'est les médiocres parce qu'eux, ils n'ont rien. Ils vont venir, ils vont applaudir seulement à tous les actes que pose l'autorité. Ce sont ces gens-là que nous acceptons. Ceux qui peuvent voir plus loin et dire non, cet acte n'est pas bon. Il faut le changer, il faut aller dans ce sens, dans un autre. Ceux qui vont être exigeants avec nous, nous ne voulons pas les avoir. C'est une stratégie qui est mûrement pensée par le régime, c'est ce que vous voulez dire? C'est ce que je dis, et c'est ce que je crois. C'est une stratégie pensée par le régime, duquel nous ne sommes pas sortis après la mort du général Yadima. Nous aurons pu en sortir. Il faut avoir une vision pour ce pays. Nous n'en avons pas aujourd'hui. Pour le moment, il n'y a pas de vision pour le Togo. Il y a une vision pour les hommes qui nous gouvernent. Ils ont une vision pour eux. Ils n'ont pas encore une vision pour ce pays. Le jour où ils auront une vision pour le pays, ça changera. Vous voyez, depuis 2000, les manifestations de 2017, notamment du 19 août, je vois quelque chose qui m'étonne, qui me sidère et que je trouve très intéressant. C'est la première fois que depuis que je suis revenu au Togo, pour m'installer au Togo en 2010, que je vois le chef de l'État se préoccuper autant des Togolais. Aller sur le terrain, rencontrer ses concitoyens, inaugurer ce projet par-ci, venir parler de ce projet par-là. C'est la première fois que je vois ça. Jusque-là, j'ai vu un chef d'État tourner vers l'extérieur, à l'étranger la plupart du temps, ne jamais être présent sur le terrain. Donc je me dis finalement, il faut que ce que normalement on doit donner à ce peuple, il faut que les gens soient dans la revendication, dans la rue, avant de pouvoir l'avoir. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qu'on doit faire à un peuple, on le lui fait. On n'a pas besoin que ce peuple aille dans la rue d'abord, avant de lui offrir ce qui lui revient de droit. Lorsque l'on gouverne, on gouverne pour des citoyens. On gouverne pour le peuple. On ne gouverne pas pour soi. Malheureusement, pendant longtemps, la gouvernance a été une gouvernance pour le chef de l'État, les gens qui l'entourent, les gens qui sont proches de lui. Ça n'a pas toujours été orienté vers les citoyens, dont on a essayé de prendre tout le temps en considération les petites difficultés. Si on avait pris ça en considération, je suis sûr que le 19 août n'aurait pas mobilisé autant de monde. Parce que le 19 août, il n'y a pas que les gens qui parlaient politique qui étaient dans la rue. Depuis le 19 août, c'est ça. Il y a des gens qui sont dans la rue parce que ils sont pris à la gorge par la misère, par les difficultés, par les problèmes quotidiens. Parce que tous les jours, ils n'arrivent pas à manger. Ces gens-là sont dans la rue. Pourquoi? Je vais vous expliquer, M. Pierrot. Ils sont dans la rue parce que eux tous, à un moment donné, ils se sont dit, en réalité, c'est parce que le politique est ce qu'il est que nous avons nos difficultés. Et donc, si le politique change, nous n'aurons plus nos difficultés. Si le politique s'était occupé des gens, avait eu la bonne gouvernance,
avait essayé d'éviter les détournements clinquants et absolus que tout le monde voit, mais dont on ne fait rien pour procéder à l'arrêt. Ok? Si on avait fait ça, le nombre de personnes qui sont sorties dans la rue le 19 août et qui continuent de sortir aurait été moindre. Je dis que ce qui s'est passé au Togo depuis le 19 août et qui continue de se passer, ce n'est pas seulement une question politique, c'est un ras-le-bol général. C'est un ras-le-bol général. Et je suis content de voir que cette situation a obligé le chef de l'État à être un peu plus présent, à parler un peu plus avec les gens, à aller sur le terrain, à essayer de faire ceci par-ci, ceci par-là. J'espère que ce n'est pas seulement cette période de pression sur lui qui permet de faire ça, et que de tous ces projets-là qui sont en train d'être mis en œuvre, on finira par aboutir à quelque chose, et surtout qu'on évitera que ce soit des projets qui sont mis en œuvre uniquement pour que des gens puissent détourner de l'argent, mais plutôt que ce soit des projets qui satisfassent l'intérêt général, l'intérêt supérieur de notre nation. Quand on parle de revendications, c'est que les revendications fusent de partout, des enseignants, mais également des praticiens des centres hospitaliers du Togo. Concernant les enseignants, ça fait des années qu'on parle de la situation des enseignants, de leurs différentes réclamations. Finalement, c'est lassant d'en parler. Et vous ne voyez pas. C'est lassant d'en parler, mais ce n'est pas lassant pour eux de revendiquer, parce qu'ils n'ont pas la satisfaction de leurs revendications. Mais justement pour nous... Le jour où ils auront la satisfaction de leurs revendications, ils ne parleront pas, ils ne continueront pas. Mais si vous ne voulez pas en parler, n'en parlez pas. Dans tous les cas, ils manifesteront. Parce qu'ils n'ont pas la satisfaction de leurs revendications. Et ça fait trop. Ça fait trop. Ça fait trop. Ces revendications existent depuis le milieu des années 90. La plupart de ces revendications. Que cela ne soit pas satisfait jusqu'à présent, surtout que certaines des revendications sont des petites choses. On aurait pu les faire. Pendant ce temps, des gens ont détourné des milliards et on ne leur a rien dit. Vous savez, pendant la transition où moi j'ai été ministre, j'ai appris quelque chose. Lorsque vous demandez aux populations de serrer la ceinture, vous devez leur montrer l'exemple. Vous devez être les premiers à vous serrer la ceinture. À l'époque, le ministre ne gagnait pas grand-chose, hein, je peux vous dire. Hein, en 92, quand j'étais rentré au gouvernement, à mon cabinet, je faisais plus de 2 millions par mois. Au gouvernement, il fallait gagner 500 000 par mois. C'était ça le salaire d'un ministre. Hein, il faut vous dire. C'est pas, ça a augmenté aujourd'hui, mais à l'époque, c'était 500 000. Et le ministre avait droit à au moins 4 employés de maison. OK? Lorsque nous sommes arrivés, que nous avons vu l'état de la caisse, le Premier ministre Kofigo a souhaité que chacun fasse un effort. Moi, j'ai eu un employé de maison. Et pardon, l'employé de maison que j'avais, il venait rarement chez moi à la maison. Seulement quand je devais recevoir des gens d'un certain niveau. C'était un serveur. Gardien, je n'ai pas voulu. J'en avais déjà moi-même, je n'en ai pas voulu. Cuisinier, je n'en ai pas voulu. Ma fiancée, qui à l'époque, qui est devenue ma femme après, savait faire la cuisine, je n'ai pas besoin. Un certain nombre d'employés de maison, on a refusé. Vous avez dû serrer la ceinture. Moi j'ai refusé. Et celui qui venait, quand je recevais des officiels, pour servir, parce que on ne peut pas présenter non plus n'importe qui pour venir servir à table quand des officiels sont là. Ok? C'est la seule personne qui venait chez moi. Et venait uniquement quand je recevais des gens. Quand je n'en reçois pas, il ne vient pas. C'est votre exemple. Est-ce que c'est la même chose pour les autres? Puisqu'on, quelque part, il a dit que la transition a vidé les caisses de l'État. La transition peut-être a vidé les caisses, mais je ne crois pas que c'est en prenant des employés de maison que les ministres ont vidé les caisses. La manière dont la transition a vidé les caisses, il faudra qu'on me le prouve, il faudra que je le sache. Parce que moi, Jean Degli, je n'ai pas contribué à vider les caisses. Et je peux vous dire, je peux vous donner un exemple. Quand j'ai pris mon poste de ministre, des gens du service des impôts au Togo sont venus me voir en disant, si nous vous déclarons, monsieur le ministre, comme célibataire, parce que j'étais célibataire à l'époque, on vous prendra beaucoup d'impôts. Donc, on souhaite que vous vous déclariez comme marié. Je leur ai dit non. J'ai lutté contre certaines choses dans ce pays. Je ne suis pas prêt à les faire. Déclarez-moi comme célibataire et prenez-moi tout l'impôt qu'il faut. C'est ça ma vie. C'est ça ce pourquoi je lutte. Je lutte pour l'intégrité et je ne peux pas venir pour faire des choses qui sont contraires à l'intégrité. Vous voyez, je crois qu'on peut faire des choses. On peut être intègre dans notre pays. On peut respecter les règles dans notre pays. On peut travailler pour l'intérêt supérieur de cette nation. L'essentiel, c'est qu'on le veuille et qu'on ne confonde pas l'intérêt personnel et nos poches et nos ventres avec l'intérêt de ce pays. Quand j'aurai fini de manger, le peuple togolais ne sera pas satisfait.
ok? Je suis quelqu'un à un poste officiel, à un poste donné, je suis chargé de nourrir un enfant. Je donne à manger à l'enfant, personne ne m'empêchera de me lécher les doigts. Mais si je mange la nourriture de l'enfant et que je donne mes doigts léchés à l'enfant, l'enfant pleurera. Et c'est ce qui se passe actuellement. On a mangé la nourriture de l'enfant, on a donné les doigts léchés à l'enfant et les enfants sont en train de pleurer. Bien, merci. Nous venons de passer 45 minutes ensemble. Nous allons permettre aux auditeurs d'intervenir dans cette émission avec leurs questions. Je rappelle que notre invité, c'est Maître Jean Degli, président de l'association Bâti le Togo. Les deux numéros de l'émission, c'est 22 46 19 05 ou 96 50 34 37. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, allez-y. Est-ce que vous avez un poste récepteur à côté de vous? Vous avez un poste récepteur, donc on a du mal à vous écouter correctement. Okay. Oui, allez-y. Je vois comment il a leur rôle, les partialités dont il doit les appeler. J'aimerais que tu me dises quel est le regard du fond sur la société civile actuelle. Est-ce que cette société civile, notamment le fond de FNTD, qui pratique son mouvement, même LTDA, tout ça, est-ce qu'il respecte les fondamentaux d'une bonne société civile, telle qu'il a dit? Deuxième question, est-ce qu'il est pour la représentation du chef de l'État en 2020, au cas où la fonction de 92 revenait? Je veux une réponse oui ou non, qui soit claire. Bien, merci pour votre question, pour vos questions. Maître. Deuxième question. Est-ce que je suis pour la représentation du chef de l'État, oui ou non? Le chef de l'État a fait son temps. Je ne crois pas que, après avoir fait tout ce temps-là, s'il n'a pas pu offrir quelque chose aux Togolais, il pourra l'offrir demain. Donc, ma position politiquement, c'est qu'il n'a pas besoin de se présenter. Maintenant, juridiquement, il a la possibilité de le faire. Mais ma position politiquement, c'est qu'il n'a pas à se présenter. Parce que si, pendant 15 ans, il n'a pas pu offrir aux Togolais ce qu'il a comme programme, je ne crois pas que c'est dans les 5 prochaines années qu'il va pouvoir le faire. Voilà ma position. La deuxième chose, la société civile, je considère que la société civile Togo Debout est... Non, mais en fait, au-delà de Togo Debout, il a cité d'autres... Il a cité Togo Debout, LTDH. LTDH, je crois que cette société civile est dans le sens de ce que j'ai dit. C'est-à-dire, elle prend les problèmes qui sont des problèmes d'intérêt général. La société civile Togo Debout ne dit pas que M. Fabre doit devenir président. Ce n'est pas pour ça qu'elle est en train de se battre. Elle ne dit pas qu'il faut qu'on mette l'opposition au pouvoir. Elle dit qu'il faut que la constitution de 92 revienne, notamment ses fondamentaux. Dans ces conditions, c'est l'intérêt national, l'intérêt supérieur de la nation qui prévaut. Donc je n'ai pas de problème avec... Par contre, j'aurai des difficultés à entendre une société civile qui me dit « nous sommes constitués pour que telle personne se présente ». Et il y en a beaucoup au Togo. Il y en a beaucoup au Togo. Ça, ce n'est pas de la société civile, c'est des béquilles de partis politiques. Deuxième auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Taoufik. Oui, Taoufik. Allô, monsieur Didi. Oui, je vous écoute. Quels sont les critères qui nous permettent de savoir si nous sommes dans un état d'histoire? Et de deux, notre pays, le Togo, est dans une institution CEDEAO. Et celui qui dirige cette institution aujourd'hui, c'est le président du Togo. Et nous tous, nous constatons que le Togo est le seul pays au sein de la CEDEAO qui est en crise et qui a un problème qui n'arrive pas à trouver de solution. Maintenant, qui doit résoudre le problème maintenant? Alors que nous avons la chance que c'est notre président qui est à la tête de la CEDEAO. Bien, Taoufik. Oh, beaucoup de critères. Hein. Je ne vais pas faire un coup de droit. Je n'en suis pas capable. Je ne me donne pas l'étoffe d'un enseignant de droit, mais je crois qu'il y a beaucoup de critères. Il y a des critères en ce qui concerne la gouvernance et la bonne, des critères en ce qui concerne le respect de la légalité, le respect des règles fondamentales
Et si nous la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la magistrature, l'impartialité des juges et tout un tas d'éléments, le respect des droits humains qui constituent les fondamentaux en matière d'état de droit. Lorsque vous n'avez pas ça, vous n'avez pas l'état de droit. Lorsque vous avez un état dans lequel X, les lois sont des toiles d'araignée à travers lesquelles les grosses mouches peuvent passer facilement et les petites mouches sont les seules retenues, vous n'êtes pas dans un état de droit. Donc, pour le moment, au Togo, je le dis et je l'ai toujours répété, nous ne sommes pas dans l'état de droit. Nous devons faire un effort pour entrer dans l'état de droit. Alors, en ce qui concerne le Togo qui serait en train de présider la CEDEAO, écoutez, le président de la République est devenu président de la CEDEAO avant que les crises n'éclatent. Et deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on est dans la CEDEAO que le Togo en est président que, ipso facto, le Togo doit immédiatement devenir comme tous les autres pays de la CEDEAO. Mais, c'est vrai que c'est un peu gênant pour les autres membres de la CEDEAO de voir que le pays qui préside actuellement aux destinées de la CEDEAO pendant une année, je crois que c'est en juin prochain que le Togo doit céder la place, que ce pays-là est le seul dans la sous-région à ne pas connaître d'alternance et à ne pas à vivre une véritable démocratie. La Gambie et le Togo étaient les deux pays. La Gambie nous a quittés, elle nous a faussé compagnie, et nous sommes les seuls à rester là-bas, comme des orphelins. Voilà. Troisième auditeur. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, M. Pierrot. Oui, c'est Kokou? Oui, c'est M. Kokou du Togo. Oui, allez-y. Oui, Maître Jésus. Je vous salue aussi. Votre, s'il vous plaît, Kokou. Je vous entends très oui, mal. vous éloignez un peu de votre téléphone hein, et puis vous parlez distinctement pour qu'on puisse... D'accord. Je voulais dire que l'application immédiate s'applique au mandat en cours. Je voudrais savoir, est-ce qu'on applique la loi au mandat actif ou bien on applique la loi au mandat effectué? Secondo, vous êtes de la société civile. Mais chaque fois quand le membre de la société civile sur les médias, il dit des questions des critiques envers des partis politiques qui sont dans le pays. On a fait le compte de la CAN la dernière fois. Beaucoup de choses qui se passent, on n'attend pas la société civile. C'est toujours des problèmes des partis politiques, le fonctionnement des partis politiques qu'on a toujours appliqué les médias. Pourquoi les sociétés civiles travaillent comme ça? Bien, merci. On n'entend pas la position de la société civile comment? Togo Debout est de la société civile. Nous sommes de la société civile. Je suis sur les médias en train de vous donner ma position, la position de bâtir le Togo. Donc, comment vous pouvez dire que vous n'entendez pas la position de la société En fait, il donne spécifiquement sur certaines situations qui ne sont pas forcément... Quelle situation? Il a donné l'exemple des comptes de la dernière CAN. Des fonds auraient été détournés. Les comptes de la dernière CAN, mais la partie de la société civile qui s'en occupe s'est prononcée. Moi, je ne m'occupe pas des comptes de la dernière CAN. Attendez, qui trop embrasse mal les traits. Je ne vais pas me mettre dans tous les domaines, je me mets dans un certain nombre de domaines qui me permettent de faire mon travail. Si je veux tout embrasser dans ce qui se passe au Togo, si je veux aller dans les champs pour voir comment on traite les paysans, ou si je veux aller voir combien d'engrais on leur donne, combien d'engrais ils mettent sur la terre, si je veux faire tout ça, je ne ferai pas de travail. Il y a un certain nombre de domaines que chaque société civile, que chaque organisation de société civile essaye de prendre comme objectif. Ça dépend de ce qui se trouve dans ces objets. Bien. Et puis, ces organisations de la société civile défendent ces points-là. Alors, l'application immédiate s'applique au mandat en cours. L'application immédiate de la loi, ça n'a rien à voir avec mandat en cours ou mandat non en cours. L'application immédiate de la loi prend la situation qui existe et s'applique à elle. C'est ça l'application immédiate de la loi. C'est-à-dire que si on vote la loi aujourd'hui, on dit qu'elle doit s'appliquer aux situations existantes, à faire de l'application immédiate, elle prend ce qui est là, elle le prend en l'état et elle s'applique à ça. Donc, quand il dit s'applique au mandat passé, je crois qu'il n'a pas bien compris le principe de l'application immédiate. On n'a pas le temps ici de Mais développer. enfin, ce qui est clair, les Togolais, ils ne se retrouvent pas dans toutes les explications qui sont données par rapport à l'application immédiate ou non de la loi, notamment limitant le mandat présidentiel, puisque même dans le Temple du Savoir, qui est l'université, je l'ai dit tantôt,
les professeurs les plus éminents sont divisés sur cette question-là. Et c'est tout à fait normal. Lorsqu'on est en droit, le droit est sujet à beaucoup d'interprétations. La seule chose, c'est qu'il faut éviter des interprétations qui sont des interprétations qui sont au service des hommes. C'est ça. Et c'est malheureusement ce que nous avons dans notre pays. Les interprétations sont au service des hommes. Les interprétations sont au service des intérêts personnels. Lorsque vous prenez un juriste qui se met au-dessus de la mêlée et qui a une interprétation objective, il vous dira la même chose. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, il vous dira la même chose. Il y aura quelques divergences. OK? Mais lorsque vous prenez un juriste qui veut défendre des intérêts partisans, eh bien, il vous dit autre chose. Mais est-ce qu'on peut avoir des interprétations aussi contre les hommes? On peut avoir des interprétations contre les hommes. Lorsqu'on se place dans cette dimension-là, dans cette logique, on va faire des interprétations en tenant compte des hommes, en prenant les hommes, en disant, bon, ok, je vais faire une interprétation compte tenu de la position de telle ou de telle personne. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Il faut l'éviter. C'est extrêmement dangereux. Un autre auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Mario Pierrot. Oui, Kanidek. Oui, je suis Angela. Oui, comment allez-vous? Ça va bien. Ok, allez-y. Bonjour. Bonjour, monsieur Kani. Bon, moi, j'ai une inquiétude concernant la Constitution en général, vu sa rédaction ou bien sa modification ou autre là. Bon, en tout cas, le pouvoir en place avait, au cours du mouvement du 19 août, le pouvoir avait envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale, donc qui a été amendé à son article 178, disant que les dispositions d'alors ne touchent pas le mandat en cours. Bon, et le dialogue aussi, on campe aussi sur la position d'aller de se présenter en 2020 ou non du président de la République. Bon, est-ce que c'est normal d'inscrire tout ça là dans la Constitution? C'est là où moi, je m'embarrasse un peu, quoi. Bon, on fait la Constitution et puis on particularise la position de quelqu'un et puis est-ce que c'est normal d'introduire ça, la position de quelqu'un dans la Constitution? Bien. Merci. Ouais. Je ne sais pas déjà ce que vous appelez, comme vous catégorisez comme position de quelqu'un. Je ne vois pas de position de quelqu'un dans quoi que ce soit. Maintenant, si vous voulez parler du fait qu'on a dit le mandat en cours, c'est une erreur grossière qui a été faite lorsqu'on a introduit cette modification-là dans la Constitution. Parce qu'en fait, en essayant en fait de favoriser justement la personne qui est au pouvoir actuellement et son mandat en cours, on a mis dans la Constitution quelque chose qui est pire que ce qui était déjà dans l'ancienne Constitution. C'est-à-dire que, à partir de... les dispositions ne concernent pas le mandat en cours. Ça veut dire que quand vous êtes, vous êtes au pouvoir, la limitation de mandat ne concerne pas votre mandat. Et si ça ne concerne pas votre mandat, ça veut dire que vous pourrez faire 1000 mandats si vous en avez la possibilité. C'est un non-sens. C'est un non-sens absolu. Donc, ce qui a été mis dans ce projet-là, qui a été déposé devant l'Assemblée, s'est révélé être pire que ce qui se trouve dans la Constitution actuelle et que les gens combattent, c'est-à-dire le caractère illimité du mandat. Hein, ce qu'on a mis est pire. Donc, je crois que celui qui a fait cette proposition, en réalité, n'a pas aidé le pouvoir. C'est tellement controversé et tellement négatif que ça nous met dans une situation qui est pire que celle de laquelle nous voulons sortir. Voilà. Allô? Bon, je crois que la personne a parlé aussi de la nécessité d'inscrire ou pas des choses dans la Constitution. On ne peut pas inscrire dans la Constitution des éléments concernant une personne. Hein. Non, une Constitution, c'est comme une loi, elle est d'application générale. Bien. À la portée générale. Allô? Allô? Bonjour. Oui, Pierre, vous êtes en direct, allez-y. Bonjour, monsieur. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que dans le contexte politique actuel, son parti peut gagner les élections? Pourquoi il demande à ce que les champions soient encore éligibles? Ou bien encore, il poursuit les choses, les intimidations, les sélections par l'armée, les achats de conscience. Bon, pourquoi les partisans de Ford demandent qu'il soit
qu'il est leur champion et qu'il soit éligible. Mais vous voulez que les partisans de Ford disent qu'il ne doit plus aller aux élections? Les partisans de... Vous avez demandé aux partisans de l'ANC de dire que Jean-Pierre Fabre ne doit pas aller aux élections. Pourquoi vous voulez que les partisans de Ford disent qu'il ne doit pas aller aux élections? Les partisans de Ford doivent dire qu'il doit aller aux élections. Ils considèrent que c'est leur champion et ils considèrent qu'il peut aller aux élections. Jusqu'au jour où, à la tête de ce parti, il y ait quelqu'un d'autre et qu'on le présente pour qu'il aille aux élections à la place de Faure Gnassingbé. Voilà. En ce qui concerne, est-ce que Faure Gnassingbé et son parti peuvent gagner les élections? Ça, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas fait un sondage dans le pays. Ce que je sais, c'est que dans les années 90, lorsque nous avons fait nos mouvements, le régime du général Eyadema représentait pas plus de 10% de l'électorat togolais. Ça, c'est ce que je sais. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ce régime vaut. Surtout que les habitudes de la maison n'ont pas changé. Je ne sais pas ce que ce régime a fini par valoir aujourd'hui au Togo. Et j'ai bien peur que aux élections, dans la réalité, si elles sont organisées dans la transparence, avec la rigueur, la transparence nécessaire avec des organes indépendants, comme des organes étrangers au Togo, si on organise les élections, j'ai bien peur que le régime en place ne recueille pas grand-chose. Ça, c'est simplement mon point de vue, c'est simplement une conviction personnelle. Parce que lorsque je vois comment le pays est gouverné, lorsque je vois ce qu'on offre aux populations togolaises, je ne suis pas sûr que les Togolais soient tellement contents qu'ils aient envie de reconduire ceux qui nous gouvernent. Non. Notre invité, Maître Jean Dégué, président de Bâti, le Togo, nous sommes en train de recueillir les questions des auditeurs. Nous en avons recueilli 5 déjà. Le 6e auditeur est en ligne actuellement. Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Kaïsa de Vaughan. Ouais. Bonjour. Actuellement, les élèves sont à la maison. C'est la jeunesse qui est à la maison. Au moment où on veut organiser un plan présidentiel de la jeunesse, est-ce que c'est ça normal? Au moment, si le président des attaques techniques, c'est pour donner une crise. Bon, pour vous donner déjà la question, c'est pas seulement le fait que ça dit que ça a été toujours. Est-ce que vous allez poser ce problème? Bien, merci. Le forum présidentiel consacré à la jeunesse, je crois que ce forum va avoir lieu en avril prochain. Notre auditeur, je ne sais pas si vous avez compris sa question. Moi, je n'ai pas trop bien compris quand même. Il demande si c'est normal que les élèves soient à la maison et puis on veut les recevoir. Je ne sais pas, il veut que les élèves soient en classe et puis qu'on les reçoive, que le chef de l'État les reçoive. Non, je crois que le chef de l'État, je vais organiser. Et tout ça là, justement, c'est parce que les Togolais ont commencé à protester le 19 août de l'année dernière que nous avons tout ça, forum présidentiel pour la jeunesse. Nous n'aurions jamais eu ça si les Togolais n'étaient pas dans la rue et s'ils n'étaient pas en train de protester. Le président de la République a enfin pensé à la jeunesse et veut discuter avec la jeunesse. C'est une bonne chose. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on va discuter avec la jeunesse? Est-ce que ça va être juste les mascarades habituelles où on va prendre des partisans dans la bouche desquels on met certaines choses qu'ils viendront répéter? Ça ne servira à rien. Mais si le chef de l'État a envie effectivement d'écouter la jeunesse et d'écouter la jeunesse exprimer ces inquiétudes, ces problèmes, et qu'on prend des gens, des jeunes qui sont indépendants, qui peuvent parler au chef de l'État de leurs problèmes pour que le chef de l'État les prenne en considération, c'est une bonne chose. Encore que, je crois qu'on n'a pas besoin de faire un forum des jeunes pour que le chef de l'État comprenne les problèmes des jeunes. Les problèmes des jeunes, toutes les nations les comprennent. Et les nations n'ont pas besoin d'abord, les chefs d'État des pays n'ont pas besoin d'abord de faire une réunion avec les jeunes pour comprendre leurs problèmes. Si le chef de l'État, qui lui-même était encore un très jeune quand il a pris le pouvoir, et qui, je considère encore qu'il est adulte, mais il est un adulte jeune, n'a pas compris les problèmes de la jeunesse, et que c'est seulement à l'issue, ou du moins avec ce forum qu'il va les comprendre, je dis nous sommes dans une situation dangereuse, extrêmement grave. Parce que normalement, le chef de l'État devait comprendre depuis les problèmes de la jeunesse et il devait y répondre. Ensuite, vos solutions pour les enseignants? Je ne peux pas proposer de solution pour l'enseignant puisque je ne sais pas exactement ce qui est mis sur la table et ce qu'il y a dans les caisses.
Il faut que j'ai toute la vision des choses. La seule chose que je peux proposer, c'est de faire en sorte que les problèmes des enseignants soient réglés et que les problèmes de l'éducation soient réglés. On avait proposé qu'il y aurait des états généraux de l'enseignement ou de l'éducation au Togo. On ne l'a pas eu jusqu'à présent. À cette occasion, on aurait pu étaler sur la table les différents problèmes. On aurait pu faire le point. On aurait pu comprendre. Vous venez de lâcher un mot là. La caisse. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans la caisse. Est-ce que ce n'est pas cela qui ralentirait peut-être aussi les solutions aux problèmes qui sont posés par les enseignants? Cela peut ralentir les solutions aux problèmes. Mais cela ralentit la solution au problème lorsque vous dites que les caisses ont des problèmes et qu'à côté, il n'y a pas des gens qui piochent dans les caisses sans qu'on ne dise rien. Pendant que vous dites que les caisses sont vides, qu'on n'a pas les moyens, les gens sont en train de piocher, de devenir multimilliardaires, et que vous ne dites rien, alors qu'ils ne deviennent pas multimilliardaires en travaillant, en étant des hommes et des femmes d'affaires, ils deviennent multimilliardaires en puisant dans les caisses de l'État. Comment voulez-vous que les gens comprennent? Comment voulez-vous que les enseignants puissent comprendre qu'à côté, il y a des gens qui pillent les caisses de l'État à qui on ne dit rien, et pendant ce temps, on leur dit qu'il n'y a rien dans les caisses de l'État pour satisfaire leurs problèmes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on demande de serrer la ceinture, il faut commencer par soi-même. Voilà. Oui, allô? Allô? Bonjour. Monsieur Dodi. Oui, Dodi, vous êtes en direct. Je vous appelle de pouvoir. Oui, Dodi, allez-y. Voilà. En fait, ma question est relative à cette organisation du forum de jeux par la présidente. Au moment où on est en train de parler des problèmes au niveau des hôpitaux, au moment où les enseignants manifestent et revendiquent pour des raisons économiques, et on peut organiser un forum des jeunes qui va certainement coûter encore beaucoup de millions de francs. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Je voudrais l'appréciation de votre avis. Merci beaucoup. Bien, merci. A priori, je ne dirais pas que organiser un forum avec les jeunes est un paradoxe. Il faut savoir dans quelles conditions cela sera organisé. Si c'est comme d'habitude, comme cela se passe au Togo, une occasion encore pour certaines personnes de se remplir les poches en prenant beaucoup d'argent, parce qu'un forum, les jeunes vont demander quoi? Ils vont demander à monsieur le président de la République de leur servir du champagne et du caviar? Je ne crois pas. Alors, ce forum peut être organisé et respecter des normes, et on n'aura pas dépensé beaucoup d'argent pour le faire. On aura dépensé raisonnablement ce qu'il faut pour qu'une partie de la population togolaise aille discuter avec le chef de l'État. C'est une très bonne chose. Mais bien évidemment, si, comme on a appelé certains chanteurs et certaines vedettes à venir égayer les Togolais, chanter pour la paix, et on a pris, d'après ce que les gens ont dit, à peu près 650 millions. Mais si c'est ça, bien évidemment, ça pose problème. Ça pose problème. Et ça ne va faire qu'envenimer la situation actuelle. Mais je pense qu'au-delà de ça, le président de la République veut recevoir les jeunes et parler avec eux. C'est une bonne chose. Que le président de la République puisse aussi recevoir les médecins, les infirmiers et parler avec eux. Qu'ils reçoivent les enseignants qui parlent avec eux. Si tant est que le président de la République a besoin de faire un forum avec les corps sociopolitiques, avec les citoyens, avant de comprendre leurs problèmes, mais je suis totalement d'accord et je suis content, mais je voudrais qu'il le fasse avec tous ceux qui ont des problèmes. Qu'ils reçoivent les greffiers, qu'ils reçoivent les médecins, les infirmiers, le corps médical, qu'ils reçoivent également les enseignants et qu'ils parlent avec eux. Ce seront des forums, mais l'essentiel, c'est qu'à la suite de ces forats, eh bien, le chef de l'État trouve les solutions appropriées à chaque cas que nous vivons. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Quel est votre nom? Kossi. Kofi. Oui, Kofi. Votre question, votre question. Ah, ma question, c'est que, au Togo, la question maintenant, là, c'est pour régler toutes les questions là, c'est qu'il faut l'alternance. Le chef de l'État aussi a fait beaucoup. Il n'a qu'à laisser le peuple, parce qu'on va voir. Ils sont fatigués de l'apéro. Hein? C'est ce que moi, je viens de dire. Bien, merci. Bien, merci, on a compris. Merci. C'est l'alternance. C'est sans problème. L'alternance est indispensable. Je suis monsieur Kofi, je suis d'accord avec vous. L'alternance est indispensable. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a la démocratie. Lorsqu'il y a la démocratie, il faut l'alternance. Il faut que... Le général Eyadema disait en 67, au moment où il arrivait au pouvoir,
qu'il ne faut pas un parti unique. Malheureusement, il fera le contraire après. Et dans la presse de 67, je crois que c'était en janvier ou en avril 67 qu'il avait dit ça, il a dit, quand un parti est au pouvoir, il faut qu'un autre soit dans l'opposition parce qu'on ne peut pas danser, s'apprécier soi-même. Et après ça, nous lui avons rappelé cela en 91, 90, 91 lors de nos manifestations pour lui faire comprendre que non seulement il faut que quelqu'un apprécie celui qui est en train de danser, mais il faut que de temps en temps, celui qui est en train d'apprécier entre aussi dans l'arène et que celui qui était en train de danser avant aille de l'autre côté pour l'apprécier. C'est indispensable. L'alternance est fondamentale pour qu'un pays puisse évoluer. On ne peut pas reconduire les mêmes personnes au pouvoir pendant tout le temps et avoir l'impression qu'on est en train... On n'évolue pas, en tout cas, avec cette situation. Il faut l'alternance. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Oui, votre nom? c'est Rabiou. Rabiou. Oui, depuis le plateau. Oui, votre question, Rabiou. Ce que moi je voulais dire, c'est que le président l'a fait, franchement, on le remercie. Il a beaucoup fait, surtout pour les routes. Il a beaucoup fait. Maintenant, c'est que nous, on est en train de regarder, nous, la population. C'est le cas, on son temps pour nous écouter aussi, quoi. Franchement, la tenance au Togo, on a besoin de ça, quoi. C'est justement cette question. Merci. Bien, en fait, cette question rejoint la préoccupation exprimée il y a un instant par Koufi. Nous avions inscrit à l'ordre du jour de cette émission deux situations qui, on ne sait pas, feront peut-être écho dans certaines capitales africaines, notamment la situation en Russie et en Chine, deux grands pays au monde où les présidents sont au pouvoir, peut-être pour la vie. Nous en parlerons dans un instant et le temps de retourner au téléphone avec le prochain auditeur. Allô? Monsieur Pierrot, bonjour. Bonjour. Commis. Oui, commis, votre question. J'aimerais que l'invité nous permette de comprendre certaines choses. Le rôle double de la France. Depuis 50 ans, je suis un enseignant qui veut que le pays que je gouverne ou bien assis dans le pays entre en démocratie. Et depuis les 50 ans, quand je mets des fonds à l'ECO, à l'UNICEF, ou aimer, je ne vérifie pas. Et le gouvernement là, on peut toujours un contrat de Bolloré de 35 ans pour lier les ressources de la nation. Comment nous, les Togolais, pourrons nous faire pour ces parties de cette puissance Togolais et faire une puissance Afrique là? Bien, merci. Il y a aussi cette question que nous devons aborder liée au dernier développement en France avec la mise en examen de l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Le retour de la France au Togo spécifiquement, c'est le sens de la question de commis et votre réaction. Je ne sais pas ce qu'il appelle le retour de la France. La France défend ses intérêts. Les Français défendent leurs intérêts. Est-ce que les Togolais défendent le leur? Le Togo n'est pas le seul pays, et d'ailleurs le Togo n'a pas été une colonie de la France, le Togo a été sous mandat de la France. Okay? Le Togo n'a pas été une colonie de la France. Les pays qui ont été les colonies de la France, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et autres, le Mali, le Niger, aujourd'hui ont réussi à faire des choses. Est-ce que c'est la France qui nous maintient dans cette situation ou bien c'est nous qui nous maintenons dans cette situation en nous servant de la France? Et de quelle France est-ce que nous nous servons aujourd'hui? La France dit qu'elle veut mettre fin à la situation de la France-Afrique qui a existé au temps de Jacques Foccart et autres. Et pendant ce temps-là, au Togo, on continue de parler de la France exactement de la même manière que dans les années 60 et dans les années 70 et 80. Je ne crois pas que la France est toujours dans la même dynamique. Je crois que c'est nous qui nous mettons dans une situation parce que ceux qui nous gouvernent pensent qu'en se donnant à un certain nombre de compagnies, de sociétés françaises, eh bien, ils auront l'appui des hommes politiques français, des hommes et des femmes politiques français, et qu'ils peuvent garder le pouvoir le plus longtemps possible. Aujourd'hui, il faut que les Togolais se battent. La France était au Burkina Faso, mais lorsque les Burkinabés ont décidé qu'ils ne veulent pas que Blaise Compaoré modifie leur constitution, Blaise Compaoré a fui, la France n'a pas pu le garder. La France l'a simplement aidé à quitter le Burkina Faso. Donc, quand nous parlons de la France, il faut que nous regardions par deux fois. Quelquefois, je crois que c'est nous-mêmes qui sommes plus responsables qu'autre chose. Là, vous êtes en train de partager la poire en deux, comme on le dit, et il y a la responsabilité de la France, mais également la responsabilité des Africains. Absolument, absolument.
Il y a beaucoup de pays en Afrique où il y a eu la France comme colonisateur, mais qui ne se comportent pas aujourd'hui en demandant en allant voir la France avant de prendre leurs décisions. Cette semaine, beaucoup sont revenus sur cette relation que la France mène avec les pays africains, à la lumière de ce qui se passe autour de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes surpris que des chefs d'État français aient reçu par le passé de l'argent africain, de l'argent libyen? Mais non! J'ai été à une époque, j'ai grandi à une époque où les chefs d'État français, ou les hommes politiques français venaient en Afrique prendre des valises avant de devenir président. Et même en 94, avant les élections qui ont porté la droite au pouvoir en 94, mais M. Pasqua, qui était, paix à son âme, qui était le ministre de l'Intérieur du gouvernement Baladieu, était venu au Togo, était venu ramasser, je crois que c'était en novembre, avant qu'il ne devienne ministre, avant qu'il ne fasse les élections, il était venu au Togo en novembre, je crois, 93 ou 92, où il a dit que dès qu'ils vont se réinstaller au pouvoir, ils vont soutenir et il a pris des valises pour partir. Alors, ça a été ce qui se passait toujours. Bongo, Mobutu, et Yadema, Oufoué, mais on envoyait des valises par-ci, par-là. L'histoire de valises n'est pas quelque chose qui est nouveau. Peut-être que les enfants, les jeunes qui n'ont pas... qui n'étaient pas nés à cette époque ou qui n'étaient pas d'un certain âge à cette époque-là peuvent s'étonner de ce qu'on dit de Sarkozy. Mais ça a été toujours comme ça. Mais ce qui est... Les hommes politiques français ramassaient des valises. Oui, mais logiquement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Nicolas Sarkozy? Puisque actuellement en vie, il y a François Hollande, il y a Giscard d'Estaing, non, il y a Jacques Chirac. C'est parce qu'à un moment donné, la France a posé des règles en matière électorale, en matière de financement des élections, en matière de prise de fonds de l'étranger. Et ce sont ces règles-là qui sont en train de frapper Sarkozy, c'est tout. C'est tout. C'est parce qu'on a posé des règles qui ont été enfreintes qu'on est aujourd'hui en train de... Sinon, mais Jacques Chirac a reçu, excusez-moi, beaucoup de sous d'Afrique. Jacques Chirac, il y a l'autre qui racontait quelque chose, et Bonnet, monsieur Bonnet, qui racontait quelque chose dans son livre. Mais Jacques Chirac, quand le chef de l'État, il était maire de Paris, quand Eyadema arrivait à Paris et que Eyadema l'appelait, ben, aussi étonnant que cela puisse paraître, il répondait en disant, général, je suis au garde à vous. Il n'est pas au garde à vous pour Eyadema, il est garde à vous pour l'argent qu'il va recevoir en étant au garde à vous. Soyons sérieux, c'est des choses qui se sont passées. C'est seulement parce qu'à un moment donné, la France a pris des dispositions législatives pour contrer certaines choses que M. Sarkozy se trouve aujourd'hui dans sa situation. Sinon, les valises qu'il a prises chez Kadhafi seraient passées inaperçues. Vous comprenez alors la jubilation qu'on constate dans plusieurs capitales africaines? Oui, surtout que Sarkozy a été l'instrument fondamental pour déstabiliser la Libye et puis pour éliminer Kadhafi. C'est lui qui a mobilisé la communauté internationale contre Kadhafi. Et les gens se posent des questions d'ailleurs, si ce n'est pas parce qu'à un moment donné, Kadhafi a dit que bon, que vous avez pris de l'argent chez moi, ça va sortir. Bon, il y a d'autres éléments dont je ne veux pas parler ici parce qu'on ne peut pas produire les preuves de ça. Il y a d'autres éléments aussi qui ont expliqué l'attitude du président Sarkozy. Mais bon, l'élément qui est sorti aujourd'hui, c'est clair, hein. On verra comment ça va se terminer, mais en tout état de cause. Et j'ai entendu l'interprète de Kadhafi parler. Et je sais que la position de certains des collaborateurs de Kadhafi est là, son fils est là, et que c'est clair qu'ils ont donné de l'argent. Et je ne sais pas... Votre pronostic pour... Non, je ne veux pas faire de pronostic, parce que je respecte la présomption d'innocence. Ok, voilà. Bien. Allô? Oui, bon. Vincent. Oui, merci pour l'émission. Je voulais juste poser une question. Est-ce que le retour de la Constitution 92 pose en soi un problème? Puisque en 2005, sans le consentement de la population, on a pu évacuer la Constitution. Et maintenant, le peuple demande son retour sur les avant de voir qu'est-ce qu'il faut faire après, est-ce que cela pose un problème en soi? Merci. Bien, merci. Non, Monsieur Vincent, le retour de la Constitution de 92 n'aurait pas posé de problème si l'actuel pouvoir
est rassuré qu'il peut continuer d'aller aux élections et de faire encore 2 mandats sans problème. Vous comprenez, ce sont les conséquences que l'on veut tirer du retour de la Constitution de 92 qui font que on n'accepte pas. Si l'opposition dit aujourd'hui au chef de l'État, bon, retour à la Constitution de 92, mais vous pourrez continuer d'aller aux élections autant de fois que vous voudrez, mais vous allez faire revenir votre Constitution de 92, ça ne poserait pas de problème. Ça ne poserait aucun problème. Donc, en réalité, le retour simple de la Constitution de 92 ne pose pas de problème. Ce sont les conséquences que cela doit entraîner, ce sont les conséquences qui font que le retour à la Constitution de 92 pose problème et qu'on nous raconte des histoires en nous disant que la Constitution de 92 c'est la Constitution de la haine. La Constitution de 92 c'est la Constitution de règlement de compte. La Constitution de 92 c'est la Constitution contre le général Eyadema. C'est des histoires. La Constitution de 92 n'a pas pu être faite contre Eyadema parce que au moment où on faisait la Constitution de 92, tout le monde était persuadé que Eyadema ne pouvait plus être président de la République, qu'il ne pourra gagner aucune élection. Et je dis, les Français à l'époque ont mené même un sondage dans ce pays, et Eyadema ne pesait pas plus de 10% de l'électorat togolais. Tout le monde savait que Eyadema ne pouvait plus revenir au pouvoir, on ne peut donc pas faire une constitution contre lui. Deuxième chose, les éléments de la constitution que Eyadema contestait se trouvaient dans le préambule. On a dit que son régime est de la tyrannie, on a dit qu'il ne pourra... Et puis l'article 61 disait qu'il ne pouvait pas aller aux élections en prenant les dispositions de l'article 61 de la Constitution de transition. Et Eyadema a tout bloqué, il a posé des problèmes, il a fait brûler à l'intérieur par des militaires le matériel électoral, et on a attaqué des membres du Haut Conseil de la République, l'Assemblée de transition, on leur a tapé dessus, et quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait, il dit qu'il veut des changements dans cette constitution. Eh bien, il y a eu l'accord paritaire, il y a eu une assise au cours de laquelle tout ce que le général Eyadema contestait dans cette constitution a été enlevé. Les histoires de tyrannie, le fait qu'on ait dit qu'il ne peut pas aller aux élections, tout a été enlevé. Et quand ça a été enlevé, c'est lui-même qui a été, d'abord à Kara, convoquer les militaires et les anciens combattants pour leur dire, ok, cette constitution, elle est bonne. Et comme il a l'habitude de dire, la Constitution est bonne, vous pouvez la voter. Ok? Bon, la Constitution est bonne, on peut la voter. On a été d'accord de la voter. Et le 25 septembre 1992, mais le vendredi, là, c'est le général Eyadema lui-même qui a fait un discours, l'un des plus beaux discours qu'il ait jamais fait, pour appeler le peuple togolais à aller voter. Alors que des gens qui n'ont pas été le général Eyadema, qui n'étaient pas là à l'époque, viennent nous dire aujourd'hui, c'est la constitution de la haine, c'est la constitution de règlement de compte, c'est la constitution contre Eyadema. Je dis que, comme on dit, à beau mentir qui vient de loin, les gens sont en train de vous raconter des histoires, ils n'étaient même pas là à cette époque, et puis ils considèrent que beaucoup d'entre vous n'étiez pas là à cette époque et qu'on peut vous raconter des histoires. À moi, Jean Desglis, on n'en racontera pas. J'étais acteur à l'époque, j'ai participé à des choses, j'ai vu des choses, on ne me racontera pas cette histoire. La Constitution de 92 n'est faite contre personne. Donc elle peut revenir aujourd'hui sans aucun problème, avec les petites lacunes qu'elle a et dont j'ai parlé et qu'il faut rectifier. Mais si vous dites que si elle revient, l'actuel propriétaire du siège présidentiel ne peut plus se présenter, alors là, vous posez problème. Et c'est à cause de ça que justement, cette histoire de retour de la Constitution de 92 pose des difficultés. Voilà. Nous allons parler de 2 grands pays, je l'ai dit à l'entame de cette émission, la Chine et la Russie, au moment où le monde se bat pour plus de démocratie, pour plus de limitation des mandats présidentiels. On a constaté que Vladimir Poutine s'offre un nouveau mandat à la tête de la Russie et que Xi Jinping, le président chinois, a aujourd'hui carte blanche pour briguer autant de mandats qu'il veut. Est-ce que ces signaux-là envoyés depuis ces 2 capitales vont faire écho dans les pays africains? Je vous dirai tout de suite non. Je ne vois pas quel écho ça fera. La Chine n'a jamais été un pays démocratique. La Chine a été toujours un pays de dictature, un pays de dirigisme, un pays où les droits de l'homme sont très encadrés, sinon où il n'est pas permis d'avoir un certain nombre de libertés. Donc, ce que la Chine fait se trouve dans le cadre normal de sa gouvernance et de son système, qui est un système qui n'est pas encore un système démocratique. Donc en cela, je ne vois pas qu'il y ait une différence. C'est-à-dire, dans les années 90, quand Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir après Mao Tse-tung, il a dit qu'il faut 2 mandats.
dans le système, puisque c'est un parti unique dans lequel les gens font des mandats. Il a dit 2 mandats. Bon, aujourd'hui, Xi Jinping a trouvé nécessaire de revenir sur cette idée de 2 mandats et il a réussi à le faire adopter. Bon, la Chine est dans son système, hein, elle est dans son système. Donc je ne crois pas et je ne vois pas quelle influence ça peut avoir. Ce n'est pas un pays démocratique qui est en train de faire un rétropédalage. La Russie de même. La Russie, nous tous, nous avons vu dès le départ que la Russie est entrée en démocratie et puis très rapidement, le régime qui est venu avec Poutine a arrêté les choses. Poutine, ce n'est pas de l'alternance. On n'a pas d'alternance en Russie. On a de la rotation au pouvoir. Hein, il ne faut pas confondre. On a de la rotation. Alors, on est dans le sens, dans le truc normal, dans le fonctionnement normal d'une rotation. Et quand Poutine vient, il fait 2 mandats. Quand il finit 2 mandats, il va demander à celui qui est son premier ministre jusque-là, Medvedev, il va le faire venir, et Medvedev va faire 1 mandat. Et puis lui revient, il fait 2 mandats. Et d'ailleurs, c'est l'une des intentions de ceux qui nous gouvernent au Togo ici, quand ils ont dit qu'il ne faut pas mettre dans la Constitution, en aucun cas, nul ne peut faire 2 mandats, puisque l'une des raisons pour lesquelles, dans les années 90, nous avons mis dans notre Constitution, en aucun cas, nul ne peut faire 2 mandats, c'est exactement ce que Poutine est en train de faire. C'est exactement ça. Qu'un président fasse 2 mandats, qu'il quitte, qu'il fasse mettre quelqu'un à sa place, qui est la plupart du temps son propre godillot, et puis que 5 ans après, il revienne, il veut encore rempiler. C'est l'une des raisons. Et nous avons dit en aucun cas, nul ne peut faire 2 mandats. C'est-à-dire que consécutivement, comme alternativement, vous ne pouvez pas faire 2 mandats. Par exemple. Oui, j'ai compris. Non, je ne suis pas sûr que la manière dont vous avez compris, les auditeurs ont compris, et les auditrices ont compris comme ça. C'est-à-dire que vous faites 2 mandats, 1, et vous faites le 2e qui vient directement après, vous ne pouvez plus en faire du tout. Que vous partiez, que quelqu'un d'autre vienne, vous ne pouvez plus en faire. Vous faites 1 mandat, et puis vous perdez les élections. Quelqu'un d'autre vient faire 1 mandat. Vous venez, vous ne pouvez plus faire qu'un seul mandat. Parce que le tout doit faire 2 mandats. Vous ne pouvez pas dire, bon, je suis revenu, j'ai fait 1 mandat, je vais en faire un 2e parce que... Non. En aucun cas, nul ne peut faire 2 mandats. Alors, toutes les histoires qu'on nous a racontées après sur le en aucun cas là, c'est du blabla. Quand je parle de la Chine, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la Chine est très influente sur le continent africain. Elle est la première puissance économique mondiale. D'ailleurs, il y a un reportage consacré à un hôpital de référence construit à Niamey par les Chinois. Et je ne sais pas ce que demain sera fait sur le continent noir avec le combat mené aujourd'hui et par les Français, les Américains, les Chinois. Ce qui se passe en Chine, je ne sais pas si politiquement, ça va avoir des impacts sur le continent africain. Malheureusement, ou bien heureusement, vous me dites que là, non. Non, je dis que non parce que la Chine intervient en Afrique. Ce qu'elle fait, c'est clair, depuis longtemps, elle n'assujettit pas, ou du moins, elle ne subordonne pas son aide à la démocratie en Afrique. Donc tout le monde connaît ça depuis. Si la Chine continue en Afrique, et elle fait du bon boulot, les Occidentaux la combattent, mais il faut que les Occidentaux changent leur système. Il faut que les Occidentaux fassent un commerce qui entraîne un petit peu d'équité. Il faut qu'ils fassent des investissements, ou du moins qu'ils interviennent en Afrique, en faisant le win-win. C'est ce que la Chine essaie de faire. Et sur ce plan-là, la Chine est en train de les dominer. Les Occidentaux ont pu combattre dans les années 70 la Russie en Afrique parce qu'elle n'avait pas grand moyen et ont gagné contre elle. Mais aujourd'hui, tout ce que les Occidentaux sont en train de raconter, tous les produits qui sont mauvais, on met ça sur le dos, on les met sur le dos de la Chine, ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est juste de la concurrence déloyale. On essaye de dénigrer au maximum la Chine. La plupart des produits qui sont des produits aujourd'hui vendus en Occident, en Europe, aux États-Unis, c'est des produits fabriqués en Chine. Et on nous dit que tous les produits qui envahissent l'Afrique, qui sont de mauvais produits, c'est fabriqué en Chine. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand vous rentrez dans les choses, vous voyez que c'est une lutte commerciale qui fait qu'on est obligé de nous abreuver de ce genre d'ineptie tout le temps, et que la Chine n'inonde pas l'Afrique de mauvais produits, ce n'est pas vrai. Mais, c'est vrai, la Chine ne conditionne pas son aide en Afrique ou son action en Afrique à la démocratie et au respect des droits de l'homme. Ma dernière question, je ne sais pas si vous êtes dépité, déçu, inquiet par rapport à la situation politique nationale. Beaucoup de Togolais se disent fatigués. Je ne sais pas. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On est fatigué d'être dans un pays
où on ne s'occupe jamais de développement, où on est toujours dans le b.a.-ba de qui va gouverner, qui va être au pouvoir, combien de temps il va faire, avec quelle famille il va gouverner, avec quelle personne il va gouverner, à qui il va donner les biens du pays, combien de personnes vont voler, jusqu'à quel niveau ils vont voler. On en a marre d'être dans ça tout le temps. On a besoin que notre pays aussi puisse sortir du b.a.-ba, qu'il devienne un pays véritablement normal sur le plan démocratique et de l'état de droit, et que nous puissions évoluer en nous occupant de développement. C'est sur cette prière que nous allons clôturer cette émission de ce jour. Elle s'achève ainsi et sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci Venceslas Boga Koudoyor. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact